30 minutes à Binanon, dans la préfecture de la Bina. Même heure à Koloaré, dans la Soli. Même heure aussi à Yabé, dans la Koza. Même heure à Tomegbe, dans la préfecture de Wawa. Nous sommes aujourd'hui 2 janvier 2022. C'est le jour et l'heure de la messe médiatique. Et je ne saurais la démarrer sans vous présenter mes excuses pour le rendez-vous non tenu de l'année passée, c'est-à-dire dimanche passé, pour des raisons d'urgence familiale ordonnées. Dieu merci, je suis de retour et c'est avec plaisir que je vous retrouve bien sûr pour cette première messe de l'année, de cette année que je vous souhaite bonne et à laquelle je vous convie cette année que je vais d'ailleurs animer ou co-animer avec des confrères en des personnes de Michel Sarkawa Yao Abalo Djadia. Il est le directeur de publication du journal à gauche bien sûr. Voilà les vainqueurs. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux téléspectateurs. Je reviens pour les détails. Adjournou Adam du journal Vision d'Afrique, à gauche, à droite bien sûr, toutes les rédactions. Adam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux téléspectateurs, sans oublier bien évidemment les téléspectatrices qui nous suivent. Moi c'est Eric Tanander, le prince héritier de la Bina avec résidence privée à Sotoubois et à Adétikopé. Je suis techniquement conduit par Ibrahim Machi au cadrage et de l'autre côté c'est le chef Emmanuel Labou. Toutes les rédactions des journaux en ligne, écrit et audiovisuel par ma voix vous souhaite, Michel et vous, téléspectateurs, Adam Adjourounou, une année 2022 de paix, d'amour, de pardon, de prospérité, de réussite qui va avec le succès et surtout de santé. Michel, bonne et heureuse année. Bonne heureuse année à vous Eric, bonne heureuse année à tout le peuple togolais, bonne heureuse année, j'allais dire, à tous les confrères et consoeurs. Je pense que cette nouvelle année va nous donner beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de vision pour mener à bien nos activités parce qu'il faut le dire, 2021 n'a pas été du tout repos. 2021 n'a pas été une année facile pour la presse parce que depuis 2020 où le corona, la maladie liée à la Covid-19 est apparue, je pense que l'une des, j'allais dire, l'une des parties en tout cas sociales de notre pays qui a beaucoup souffert, je pense que c'est les médias qui éprouvent beaucoup de difficultés. Je pense que 2022, nous prions si 2022 pouvait nous permettre de travailler mieux, ça serait une bonne chose. Adam, bonne et heureuse année. Au nom de toute l'administration de la télévision deuxième, je vous souhaite une bonne et heureuse année à vous, votre famille et à vos collaborateurs. Oui, pareillement, et nous souhaitons véritablement sauver à tous les Togolais. C'est vrai, comme le disait tantôt Michel, les 2 années consécutives que nous avons suivies, notamment 2020-2021, ont été des années jamais vécues. Et nous savons véritablement que cette maladie à coronavirus qui a bouleversé pratiquement toutes les prévisions et a amorti pratiquement disons les ressources que les gens estimaient devoir être bons durant ces 2 dernières années, parce que il me serait très difficile de parler de 2021 sans parler de 2020 également. Donc je pense que cette année va être une année porteuse de bonheur, de prospérité, de paix.
Mais nous rendons grâce à Dieu. C'est vrai que sur toute la ligne, on ne peut pas quand même dire que toute l'année a été aussi morose. Nous pouvons quand même encore nous frotter les mains, parce que si nous regardons un peu dans le rétroviseur et nous jetons un coup d'œil autour de nous, dans les pays autour de nous, je pense que si nous aventurons sur la question sécuritaire, nous également, nous pensons que nous pourrions, par la grâce de Dieu et par, disons, la clairvoyance et le sacrifice que mène chaque jour ces forces de l'ordre de sécurité, que je salue au passage, nous pouvons aujourd'hui se frotter les mains, ce que les autres pays, naturellement les pays sahéliens, ne peuvent pas aujourd'hui connaître. Voilà. Et nous en parlerons tout à l'heure d'ailleurs. Les civilités continuent. Je profite aussi, et au nom de toute la chaîne de la télévision deuxième, pour vous souhaiter une bonne et heureuse année, je le disais, ainsi qu'à vos familles respectives, à vos collaborateurs. Nous veuillons également à toutes les organisations de la presse, je cite le CONAP, le PPT, le CEGIT, la TOPEL et que sais-je encore. Je ne vais pas oublier le terme, c'est comment le terme, Observatoire togolais, le tribunal des pairs, voilà, c'est ce que j'ai cherché, le tribunal des pairs, l'observateur togolais des médias, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et surtout le ministère de la communication qui franchement mérite d'être félicité et remercié pour tout ce qu'il fait pour nous, pour que la presse puisse, la presse togolaise puisse vraiment être classée parmi l'une des meilleures en Afrique. Les civilités ainsi faites, à présent la messe proprement dite, avec au premier chapitre le message vœu du chef de l'État à la nation, au deuxième chapitre la sortie médiatique du général Yark Damian sur des sujets d'actualité, dont celui de la sécurité au Togo, dans la sous-région, la guerre de Sani Yaya contre la vie chère et bien entendu un mot sur la situation de la pandémie à Covid-19. En effet, Michel, la première personne à adresser les vœux du nouvel an 2022 a été le chef de l'État, le premier Togolais, Faure Essosina Nyasingbe. Il les a adressés à tout le peuple togolais à travers un message très riche et porteur d'espoir, délivré en direct de la télévision nationale TVT en 15 minutes 37 secondes le jeudi 30 décembre 2021. Nos tentatives pour avoir un porte-parole du gouvernement sur le plateau pour mieux nous éclairer ont échoué. Mais rassurez-vous, chers téléspectateurs, mes invités ici présents que je vous ai présentés dans la perspective dans leur posture bien sûr de journalistes, analystes, ont tout pour vous éclairer sur l'un et l'autre des aspects du message du chef de l'État. Michel Tchaya, on dirait que le chef de l'État a surpris les gens avec son message cette année. D'habitude, c'est le 31 décembre et parfois quelques jours après la nouvelle année que l'on entendait le chef de l'État. Vrai ou faux? Ah oui, il a surpris plus d'un parce que les gens l'attendaient le 31 ou le premier ou même le 2. Le 2, oui. Il en a l'habitude. Mais cette fois-ci, il a un peu décalé. Donc, le jour de son adresse à la nation, c'est une bonne chose parce que il a satisfait une bonne partie de l'opinion, parce que l'une des reproches qu'on fait toujours au chef de l'État, c'est qu'il ne prend pas régulièrement la parole. C'est vrai qu'un chef d'État ne peut pas parler tous les matins, mais il y a des sujets épineux, des sujets polémiques, des sujets qui parfois nécessitent
son intervention pour décanter la situation, parce que c'est lui qui peut mettre fin à des débats inutiles, parce que c'est lui qui a la manette, c'est lui qui a le dernier mot, si je peux m'exprimer ainsi. Mais cette fois-ci, je pense qu'il a satisfait l'opinion, une bonne partie de l'opinion, qui attendait quand même écouter le chef de l'État, parce que 2021, dans la suite de 2020, vraiment, c'est des années très émouvantes. Lui-même l'a reconnu dans son message que la situation n'est plus comme avant. On reviendra d'ailleurs pour décrypter ces aspects. Oui, d'une manière ou d'une autre. Il faut dire que c'est une bonne chose. C'est globalement, comme tu le dis, on va revenir, c'est un message très important. Chacun a trouvé son compte. Beaucoup de gens ont trouvé leur compte dans ce message-là. Très bien. Adam, qu'est-ce qui, selon vous, pouvait justifier cet empressement et cette envie de s'adresser au peuple cette année? Oui, vous savez, le chef de l'État est intervenu à un moment où, lorsque vous prenez l'environnement togolais, il y avait beaucoup d'attentes. Vous prenez la question sécuritaire, la vie chère, les libertés individuelles, qui sont des questions qui sont touchées lorsque vous prenez les mois derniers. Et je pense que le chef de l'État en avait conscience et savait pertinemment que les Togolais l'attendaient de pied ferme sur ces aspects de la chose. Et je pense que sur toute la ligne, le chef de l'État a eu quand même à apporter des réponses plus ou moins satisfaisantes. Ça dépend de quel aspect nous touchons. Donc je pense que c'est au regard de ces attentes-là qui étaient véritablement donc fortes, qui ont motivé, disons, cette sortie-là anticipative. Le 30, je pense que lorsque nous regardons un peu ces caméras, il intervient là d'habitude les 31 et des fois après les fêtes de Nouvel An. Je pense que voilà un peu les motivations qui peuvent expliquer disons, cette anticipation du chef de l'État en ce qui concerne cette année 2022. Michel, et comme je le disais, c'est l'un des plus longs messages de la circonstance de Nouvel An, 15 minutes 37 secondes chronométrées chez moi. Comment appréciez-vous la portée de ce message, apparemment un peu plus long que les précédents? Non, il pouvait être beaucoup plus long que ça. On ne va pas créer au scandale, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup, comme le disait mon confrère, il y a beaucoup d'attentes. Les gens l'attendaient sur beaucoup de points. C'est ce qu'il a essayé de faire sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire et tout. Les gens l'attendaient. Et donc, il a essayé de donner quand même son point de vue et ce qu'il entend faire avec le peuple togolais. Donc, c'est un discours... il pouvait être encore là, parce qu'il y a encore beaucoup de choses. On ne va pas créer au scandale. C'est en tout cas dans l'ordre normal des choses, il n'y a pas de souci pour ça. Et là, apprenant axe par axe, quelle analyse pouvons-nous faire de chaque axe de son message? Si on doit les décompter, ça va faire 4 axes comme ça. Vous l'avez dit tout à l'heure. Peut-être 5 axes. Bon, si nous prenons par exemple sur le plan social. Voilà, sur le plan social, les retraités depuis janvier 2020, ceux qui sont admis depuis janvier 2000 vont bénéficier vont bénéficier d'une allocation de départ à la retraite. Mais ceux qui sont aussi admis à la retraite de 2011 à 2019 aussi, ils ont aussi quelque chose à apprendre pour leur retraite. Je pense que c'est un aspect très important de la chose. Nous allons y revenir par rapport aux retraités. Moi, dans le discours, c'est vrai, aujourd'hui, je pense que ça ouvre la voie. Parce que si les gens ont quelque chose pour partir à la retraite, je trouve que c'est une bonne chose. Mais maintenant, qu'on encourage les gens à partir à la retraite. Parce que l'administration togolaise vit une situation, c'est là où moi en tout cas j'étais encore sur ma soif, parce que c'est vrai, les gens vont partir à la retraite et on va dégager une allocation de départ à la retraite, c'est une très bonne chose, mais il faut quand même inciter ces gens-là à partir à la retraite, parce que
finalement, ça devient une culture générale au Togo. C'est-à-dire une culture, le fait que les gens partent à la retraite et qu'ils soient là, occuper le poste. Peut-être politiquement, ça peut arranger quelque chose, mais socialement, c'est une injustice. Moi, je trouve que c'est une injustice que quelqu'un parte à la retraite, qu'il soit maintenu à son poste. C'est une injustice, ça crée des frustrations. Ce qui fait que l'administration togolaise actuellement, à des niveaux donnés, n'est pas efficace. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un soit arrivé à la retraite, qu'il soit mon chef, qui continue à régenter l'administration comme ce devient l'État. C'est anormal, ce n'est pas normal. On ne peut pas soutenir ce genre de choses. Il faut que, à partir du moment où le chef de l'État a bien voulu, parce que depuis qu'on a annoncé qu'on devait donner ces allocations-là, les gens attendaient. Aujourd'hui, c'est une chose faite, que les gens aussi partent à la retraite. Parce que l'administration a besoin aussi de temps en temps de sang neuf. Et le fait que les gens restent à leur poste, ce n'est pas une chose normale. Si je prends sur le plan sécuritaire, il a appelé à la mobilisation. Il a aussi dit que au même moment qu'une lutte, en tout cas une lutte engagée, est faite sur le plan militaire, il a aussi adjoint le côté social de la chose. Il faut aider les couches vulnérables à pouvoir arriver à une inclusion sociale pour empêcher les djihadistes de pouvoir recruter les marginaux et les délaissés. Voilà. Ce qui du coup l'a mené à dire qu'à Pendjab, par exemple, il y a un projet qui est piloté ensemble avec la population et les forces armées pour faire en sorte que la misère ambiante, parce que ces zones-là, c'est des zones qui sont tellement pauvres. Ça, c'est pas moi qui le dis, la Banque mondiale. L'histoire et la géographie. Voilà, la Banque mondiale a donné. Donc, et ça ne soit pas aussi la seule zone qui soit concernée. Ça doit être toutes les zones du Togo doivent être concernées. Et si c'est là où aussi je n'ai pas été satisfait, le fait qu'on lutte contre les djihadistes sur le plan militaire, sur le plan social, je n'ai pas entendu le chef parler de la lutte contre la corruption. C'est-à-dire que accentuer la lutte contre la corruption, parce que je me dis que c'est le fait que quelqu'un seul, à partir de la corruption, arrive à amasser seul. Et c'est ça aussi qui permet à ces gens-là de financer aussi quelque part le terrorisme. Ce qui en masse énormément à un moment donné, ils peuvent aussi glisser dans ce domaine-là. Donc, je me dis que la lutte contre la corruption doit être accentuée. Parce que je me dis que ça, c'est aussi une manière aussi de lutter contre le terrorisme. Voilà. Très bien. D'autres aspects? Oui. On revient. D'accord. Adam, votre appréciation du message du chef de l'État également m'intéresse. Il a ramassé 4 grands aspects, grands axes de la préoccupation qui ramassent toute la préoccupation du Togolais. Alors, comment vous avez apprécié et analysé la rédaction de la vision du monde, vision d'Afrique, ce message du chef de l'État? Nous l'avons décortiqué amplement. Vous savez, nous avions eu un peu plus de 4 axes. C'est vrai, lorsque nous prenons la situation, la crise sécuritaire d'abord, vous savez, cette crise sécuritaire-là qui est l'un des sujets phares qui retient un peu l'attention de tous. Surtout cette année. Tout à fait. Donc vous avez constaté que d'ailleurs même c'était le premier aspect touché et cela valait la peine. Sur cet aspect, je pense qu'il n'était pas loin avec l'un des ministres, en l'occurrence le ministre de la Sécurité, qui en a fait une sortie. C'est vrai que la réponse des États togolais, c'est la réponse militaire. Mais moi, j'ai toujours l'habitude de le dire. C'est vrai, vous pouvez avoir les armes ne font pas tout. Bien évidemment, il a évoqué, en parlant, disons, de cette situation sociale, qui est l'un des axes forts qui permet, disons, la vitalité du terrorisme. Parce que lorsque vous prenez la jeunesse ou les gens pris dans leur globalité, ils sont dans l'oisivité et que quelqu'un veuille véritablement donc occuper tout à fait de la chose, c'est vite fait. Puisque lorsque vous prenez surtout les Togolais, il est rare de pouvoir trouver un Togolais qui, pour une raison ou l'autre, vous dit que voilà, il ne veut pas s'adonner à quelque chose. C'est justement parce qu'il n'en a pas
qui donnent l'impression qu'ils ne veulent pas travailler. Et lorsque l'État, ou pratiquement, n'occupe pas ces aspects de la chose, les terroristes viendront donc l'occuper. Et vous savez, lorsque nous faisons une petite comparaison, nous prenons ces zones sahéliennes, toute l'histoire est là, toutes les études ont bien démontré que c'est le fait que l'administration n'ayant pas occupé la totalité du territoire qui ont fait aujourd'hui, qu'il y en a même des terroristes qui en ont fait même des zones de non-droit et s'en ont occupé. Donc ce vide-là, je pense que le chef de l'État a bien fait donc de le relever en appelant pratiquement, à part cette réponse militaire qui est d'actualité avec des moyens mis en place, parce que nous n'allons plus encore parler du budget, que lui-même l'avait dit lors de son dernier sortie. Il a estimé qu'il faudrait davantage de moyens pour mieux équiper, mieux former dans nos forces de forces de sécurité pour donner des réponses à la hauteur des souhaits et des attentes des populations. Mais au même moment, comme je le disais, les gens ne peuvent pas faire tout ça. Vous avez dit quelque part que nous, en tant que population, nous sommes également interpellés à apporter une réponse. Parce que lorsque ces gens-là, la plupart du temps, c'est qu'ils sont inconciliables avec la population, qui essaient un peu de faire leur jeu et qui rapportent d'ailleurs, même ils sont même des fois plus informés que les militaires eux-mêmes. Je ne parle pas du Togo, mais ailleurs, mais étant donné que cette crise-là a toujours des tentacules, aussi bien dans son déploiement que dans sa mise en œuvre, il va de soi qu'on puisse déjà alerter les Togolais à pouvoir donc prendre le taureau par les cornes en apportant également la réponse sociale, en faisant en sorte que de dénoncer tous les actes déviants qu'on aurait donc pu constater. Également, le chef de l'État est revenu, disons, sur cette injustice sociale. L'injustice sociale, elle est de mise. Ça vous a dit quoi? Il y a des zones aussi défavorisées. Et puis c'est la réponse aujourd'hui administrative donnée. Lorsque nous prenons le maillage territorial du Togo, il y a des zones qui sont plus défavorisées que d'autres. Il faudrait quand même que cet aspect également puisse interpeller les ministres qui sont aujourd'hui ceux-là qui vont mettre en exécution, disons, les mots et les paroles du chef de l'État, qu'on puisse véritablement en prendre conscience. Puisque des fois, c'est vrai que le politique, il a, disons, cette lourdeur de langue à pouvoir évoquer un certain nombre de questions, surtout lorsque cette question touche un peu les aspects du régionalisme, puisque ce n'est pas aussi bon pour la cohésion nationale, mais il va de soi quand même que nous puissions également remonter ce genre d'informations, et en lien également avec, disons, ce discours du chef de l'État, qui n'est pas aussi loin, disons, de son plan d'action, disons qu'il avait évoqué le plan d'action quinquennal du gouvernement, mais également son projet de société. Il avait dit, lorsque nous prenons aujourd'hui sur l'étendue du territoire, il avait dit de pouvoir donc mettre par dans les écoles au regard des intérêts de chaque région. C'est vrai. Ce n'est pas de l'exclusivité, mais on ne peut pas évidemment aller mettre une école qui forme peut-être les futurs cadres, peut-être à pouvoir revaloriser, peut-être le café cacao, on ira mettre cette école-là peut-être à Kwendial, vous voyez directement qu'il y a donc des phasages. Et il a bien fait de pouvoir donc insister sur cette justice sociale-là qui doit aussi être de mise. La question de la santé est aussi revenue. Et cette question de la santé, je pense que depuis un moment, c'est vrai que la critique était aussi alarmiste, et moi je faisais partie de ceux qui avaient estimé dans un passé récent que le Togo en faisait de trop. Puisque lorsque vous vous déplacez du Togo, vous voyez, c'est vrai que la pandémie est là. Depuis bientôt 3 ans, nous sommes obligés de vivre avec cette pandémie, mais au même moment, je pense qu'on ne va pas toujours aller en corsant les mesures. Donc on oublie quelque part, c'est tout comme si là, moi j'ai toujours l'habitude de le dire, la maladie, ça ne se caresse pas, on lutte contre la maladie. Mais lorsque on donne trop de priorité à la maladie comme étant plus important que les humains. On fait plutôt sa publicité. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui c'est sur un fauteuil donc qui est assis de coronavirus. Et ça c'est vraiment inadapté. Et je pense que lorsque vous prenez cette dernière mesure que le gouvernement a pris vent dans ce sens-là, il a véritablement écouté le cri de détresse des Togolais. Et on fait en sorte que même si vous prenez, je pense que c'était avant-hier, le Togo a atteint un taux record de contamination jamais atteint depuis le début de cette année. On a parlé de 400. Voilà, malgré ça, on a compris que, voilà, un record qu'on n'a jamais atteint. Donc ça vous a dit quelque part que malgré ça, nous avons vu qu'il n'y a pas eu d'autres mesures restrictives pour amener le Togolais à ne plus donc s'occuper. Je pense que quelque part, voilà, le gouvernement l'a compris, puisque cette crise-là a amené beaucoup de populations à pouvoir tomber dans l'extrême pauvreté. Et lorsque vous avez une proportion très importante de la population qui tombe dans l'extrême pauvreté, ça veut dire quelque part que vous créez un terreau favorable donc, à ce terrorisme-là. Donc tout
vont de pair, parce que le gouvernement n'a pas eu réponse totale à pouvoir prendre en charge toute la population en les confinant donc à la maison. Et je pense qu'ils l'ont compris très bien. Et cette disposition-là, il a dit, donc il faudrait quand même qu'on puisse encore réaugmenter la vigilance en ce qui concerne ces mesures barrières-là, mais également inciter la population à la vaccination, qui est aujourd'hui l'alternative crédible, qui permet, quand bien même qu'il y a ces contaminations, nous sentons qu'il y a vraiment régression en termes de décès, parce que je pense qu'il faut protéger une population, les maintenir en vie, que de pouvoir les laisser mourir, puis je ne sais pas qui vous allez gouverner. Donc je pense que le discours du chef... Vous avez là épuisé même le 4e chapitre. Michel, je reviens à vous. Vous décliniez les axes du chef du ministère du chef de l'État. Oui, il faut dire que, en tout cas, dans le sens de la lutte contre les effets pervers donc, de Covid-19, le chef de l'État l'a relevé. Il y a eu gratuité de la scolarité, il y a eu gratuité de la tranche sociale et puis gratuité de la prise en charge aussi des femmes enceintes. Bon, tout ça là c'est destiné à vraiment alléger les souffrances des populations. Et sur le plan agricole, je pense que le gouvernement continue, comme le chef de l'État lui-même l'a dit, le gouvernement continue à subventionner l'engrais, certains produits, certains intrants. Hein? Voilà, certains intrants. Et puis le blé continue à subventionner, le gouvernement continue à subventionner le blé. Et puis certaines machines agricoles aussi, certaines machines. Le Togo continue aussi à le faire. Donc tout ça là, c'est destiné toujours à soulager la souffrance. Mais il a reconnu aussi dans le communiqué, en tout cas dans son message, que cela ne règle pas tout. Ça ne veut pas dire qu'avec toutes ces mesures-là, on peut aller se jeter dans les rivières, puis c'est fini. Non, la misère est encore là. Vous avez fêté le 25 décembre, vous avez fêté le 1er. Nous sommes témoins tous comment dans notre environnement ça s'est passé avec même l'octroi d'un mois, un 13e mois pour les fonctionnaires qui n'est pas encore disponible. Hein? Oui, mais on a dit dès janvier. Voilà. Dès la semaine prochaine. Non, il a parlé de jeudi, il a dit la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine. On est dans à partir de mardi. Le janvier est tombé pratiquement. D'accord. Voilà, c'est là aussi, je suis resté aussi ce matin. Je n'ai pas été très comblé à ce niveau parce que les fonctionnaires, il ne faut pas les Togolais, les fonctionnaires togolais, c'est à peine 50 000 hommes et femmes. Mais eux, ils ont la société au niveau du privé. Comment ça s'est passé? Il a donné instruction pour que, à ce niveau-là, les responsables des sociétés privées puissent aussi prendre les mêmes dispositions. Voilà, c'est là où le problème se pose. Moi je suis patron de presse, je ne peux pas prendre parce que si l'État lui-même a maigri et le chef de l'État trouve qu'il faut aider les fonctionnaires, je ne pense pas que c'est au niveau des sociétés privées qu'il y aura quelque chose pour faire le 13e mois à nos employés. C'est là où puisqu'il sait que ça ne va pas, c'est pourquoi l'État est en train de saigner pour aider les fonctionnaires. Mais dans le privé, il doit comprendre également que là-bas, c'est la catastrophe. Il n'y a rien. Il y a beaucoup de sociétés qui ont fermé depuis 2020 parce que n'en pouvons plus. Et malgré avec l'allègement de certaines taxes par notaire et tout, il y a des sociétés qui ne tiennent pas debout. À ce moment-là, comment les directeurs de ces sociétés peuvent aider leurs employés à fêter convenablement. Donc aussi, c'est peut-être qu'il devrait y avoir autre mesure qui va dans le sens de... Oui, ce que le chef de l'État a dit, ça ne concerne que les fonctionnaires. Ils ne sont pas les seuls. D'ailleurs, même la richesse est créée par le privé. C'est ça, c'est connu de tous. Donc, nous, à notre niveau, au niveau du privé, je ne veux même pas parler de la presse, parce que la presse actuellement, tout le monde sait comment ça se passe au niveau de la presse. Mais au niveau de toute société, c'est la croix et la bannière. C'est un peu compliqué et que un directeur d'une société
avec les temps qui courent, faire 13e mois, c'est un peu compliqué. Donc c'est pourquoi je dis que j'aurais voulu que le chef de l'État annonce autre chose pour nous les privés. Mais quand cela ne tienne, je pense que c'est le Togo qui gagne dans tout ça là. Bon, il faut quand même ces mesures-là ne sont pas aussi. Il faut quand même commencer quelque part. Oui. Peut-être que ça pourra aussi avoir un impact sur le privé, parce que le privé est aussi sollicité par le public. Et bon, si ces annonces sont vraiment matérialisées, ça pourra avoir un impact. Mais comme vous le dites, je crois que il faudrait avoir un regard aussi vraiment sur le privé qui fait plus de 50% du secteur, du PIB, du PIB de chaque pays. Adam, votre... Oui, bon, pour ajouter en réalité sur la question du privé qu'a abordé tout à l'heure Michel, et moi j'aimerais particulièrement insister sur la question, donc c'est vrai qu'à l'entame de nos débats, vous l'avez évoqué en parlant donc de la presse. C'est vrai que la chose est plus globalement dans un environnement des privés, mais je pense que la question se pose avec acuité en ce qui concerne donc la presse. Quel impact, on peut tripler le salaire des gens, quel est l'impact que ça aura sur nos organes de presse? Rien. Ça voudrait dire que le chef d'État doit donner une réponse immédiate et factuelle à la presse pour que nous également nous puissions en bénéficier. C'est vrai que ce qui revient lorsque la presse à l'aide de la presse. Lorsque vous prenez les agrégats économiques, on vous dira que c'est de la richesse qui est injectée, mais cette richesse-là, en tout cas jusqu'à preuve de contraire, je ne vois pas son impact sur la presse. Il faudrait quand même que le chef de l'État puisse prendre des dispositions. Donc, s'il parle de l'aide de la presse, je vais lui répondre. Bien sûr, cette aide-là, c'est une bonne chose. Nous remercions déjà le gouvernement parce que c'est un geste louable, mais il est insuffisant. C'est un geste insuffisant. Cette aide-là n'est pas destinée à mettre dans la poche. Parce que si je prends un organe qui met peut-être 10 à 15 millions dans l'année. Oui, quand tu vois, on dit les prévisions que nous faisons, c'est ça. Voilà, pour paraître toute une année, tu finis l'année, on te donne 400 000 ou 600 000. Mais quand on fait la part des choses, je pense que cette aide-là, vraiment, c'est bien. Déjà, c'est un point, on doit encourager le gouvernement à nous soutenir dans le contexte. D'accord. Des messages, on en a toujours eu, mais le problème, Michel, c'est la mise en application des annonces et mesures prises qui a souvent posé problème au sein des populations qui restent très regardantes surtout sur ce qui a été annoncé. Y aura-t-il, selon vous, une particularité cette année, surtout que nous sommes dans un gouvernement du gouverner autrement? Dès l'annonce, on en a eu, chaque message, chaque discours. Mais bon, sur le terrain, ce que tu dis n'est pas totalement faux, parce que il y a des mesures qu'on a de par le passé annoncées, mais l'efficacité ou bien la mise en application a toujours posé problème. Mais je pense que cette fois-ci, ce qui est dit, et la manière dont cela a été dit d'une manière solennelle, je pense que je n'ai pas de raison de douter que ces mesures ne seront pas, qu'on ne va pas dégager l'allocation de départ à la retraite, on ne va pas donner un mois supplémentaire comme sous forme pas supplémentaire, sous forme de prêt. De prêt, oui. Remboursable, sans intérêt. C'est pas mauvais. Mais les banques feront leur part. Ce que moi je dis, c'est que comme les Togolais aujourd'hui, dans un passé récent, quand tu observes un peu comment les Togolais voient les mesures gouvernementales, c'est que les Togolais ne croient qu'à ce qu'ils voient. Aujourd'hui, ils sont des Saint Thomas. Voilà, donc ça veut dire que quelque part dans un passé récent, il y a des choses qu'on a annoncées qui ne sont pas rentrées totalement en jeu et ça a découragé plus d'un. Et les gens aujourd'hui, c'est lorsque c'est concret qu'ils disent donc ça a été fait. Sinon, mais c'est pourquoi je répète, encore une fois, je dis, je n'ai pas de raison de douter que ce que le chef d'État, parce que lui-même sait que la situation est vraiment déplorable. Pour peut-être on va arriver au niveau de
la vie chère, l'augmentation, la hausse exagérée. Parce que c'est là-bas le problème. C'est là, même avec les salaires, le M mois qu'on veut dégager pour les fonctionnaires, l'allocation de départ à la retraite. Si le gouvernement véritablement n'agit pas au niveau des marchés, je pense que les gens auront l'argent dans les poches, mais ça ne va rien servir. Adam, pour clôturer cet aspect, votre avis, des messages du chef de l'État, on en a toujours eu de très beaux messages d'ailleurs, mais après sur le terrain, dans l'application, les populations estiment que ça n'a pas souvent été ce que le chef de l'État. Non, ben ça c'est une garantie pour. C'est une réalité, cela est révélateur en fait de cette crise de confiance qui devrait exister entre la population et l'exécutif. Et c'est ce qui a exacerbé d'ailleurs même aujourd'hui le Togolais a dit que voilà ce qui est dit, mais on attend de voir s'il y a réellement donc l'application. Mais en même temps, moi je pense que depuis un moment, lorsque nous observons un peu les actes, les usages du gouvernement, vous allez constater que le chef de l'État lui-même en premier plan est quand même à la manœuvre et essaie avant de prendre toutes mesures, essaie de faire d'abord, il y a eu des consultations anticipatives, nous avions connu à part disons les conseils des ministres, il y a eu ces rencontres là où les ministres sont édifiés en commun accord avec leur feuille de route, etc. Donc je pense que ce ne sont pas des mesures que le chef d'État peut donc annoncer sans préalablement pris des mesures pour permettre à leur exécution. Donc c'est en ce sens que je dis qu'au-delà de ça, c'est vrai que l'exécution de ce qu'il a dit, en tout cas jusqu'à preuve de contraire, moi je n'en doute pas, ils vont pratiquement les mettre en exécution. Puis ce qu'il a dit sont des actes concrets qui on n'a pas besoin de pouvoir donc chamailler ou carrément de faire donc des contorsions liées, les contorsions d'opinion pour apporter donc de ces réponses. Ce sont des réponses qui voudraient dire 1 plus 1 égale à 2. Ce sont du factuel qui est annoncé et il n'y a pas ceux qui seront donc en charge de l'exécution de ces mesures-là de pouvoir dire que voilà, à cause de ceci, il n'y a pas à se bégayer. Donc, je crois fermement, mais la population qui continue pas à douter a aussi ses raisons de douter, puisqu'il le fait, disons, en lien avec ce qu'il a eu donc à constater par le passé où des mesures sont prises, mais leur mise en œuvre cause donc problème. Je pense que cette fois-ci, on va lever, disons, ce goulot d'étranglement-là en ce qui concerne dans ces années de 2022 pour permettre réellement à la population de pouvoir commencer par avoir confiance, que cette crise de confiance entre le gouvernement puisse donc être amortie. Très bien, on va terminer ce chapitre avec deux bonnes nouvelles. Comme il est de son habitude, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, n'a jamais fait les choses à moitié. 2 cadeaux, à part les vœux qu'il a souhaités avec ce mois qui attend les fonctionnaires la semaine prochaine. Le chef de l'État vient de nous offrir encore 2 cadeaux. Le premier, c'est la libération. Ce n'est pas le chef de l'État. Oui, c'est le gouvernement. Oui. Disons la justice, certainement. Puisque le chef de l'État, il est le garant de nos libertés. Il a dit dans son discours, je suis le garant intransigeant des libertés. Je me dis que c'est avec son accord, bien sûr, que la justice vient, et nous venons de la prendre avec fierté, la libération de nos chers confrères Ferdinand Haïté du journal L'Alternative et Joël Ega de Fraternité. Michel, c'était une bonne nouvelle. Depuis vendredi que la nouvelle est tombée, nos confrères ont été libérés. Je pense que c'est ce qu'on pouvait attendre. On aurait voulu que depuis la semaine passée, depuis qu'ils sont allés devant le juge d'instruction, on aurait cru que on devait les relâcher, mais ça n'a pas été le cas. Mais finalement, c'est jusqu'à vendredi que nous avons appris qu'ils ont été libérés. C'est une nouvelle qui nous réjouit, en tout cas qui réjouit toute la presse entière, parce que on ne supportait pas cette situation qui devenait de plus en plus vraiment lourde, alarmante. Donc c'est bravo donc à la justice qui a quand même
ordonner la libération de ses confrères, de nos confrères. Et puis, même s'ils sont sous condition, c'est une libération sous condition. Si c'est une libération sous condition, c'est quand même une bonne chose. L'instruction peut continuer son cours normal, mais qu'il soit quand même en liberté provisoire. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Oui, nous devons aussi, en tout cas moi, je dois également remercier les responsables, disons les organisations de presse qui ont joué aussi un grand travail de lobbying dans cette... Les plaignants également, peut-être les plaignants, il faut aussi dire... Merci aussi aux plaignants parce que quelque part ils ont joué aussi. Ils ont la sagesse. Adam? Oui, non, c'est une fierté. De toutes les façons, quel que soit ce que l'on pouvait attendre, il faut dire que personne n'a été jamais content du fait qu'on puisse donc vous priver de votre liberté. Et maintenant, disons des confrères, cela nous interpelle également à plus d'un titre. Mais au même moment, je pense que moi je ne serais pas d'accord qu'on puisse mêler l'exécutif de cette libération-là, d'autant plus que la question est déjà pendante au niveau de la juridiction et la décision qui a été prise fait partie intégrante, disons, du cours normal de la justice. Donc à partir du moment où la justice est saisie, il faudrait que l'on attende pratiquement le site du procès pour véritablement qu'on implore disons peut-être la grâce présidentielle où le président puisse intervenir. Mais est-ce que cela aussi serve également de leçon? Vous savez, c'est vrai depuis le début de cette crise-là où nous avions été appelés à pouvoir peut-être en parler. Moi, je me suis dit, on ne va jamais... c'est vrai que ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour, mais je dis, on ne peut jamais aborder cette question-là sans aborder le sujet incriminé. Et je pense que nous aurons quand même d'autres tribunes pour véritablement également en parler. Et puis c'est très important, puisque nous également, c'est vrai, nous voulons qu'on libère. Et je pense que le Togo est l'un des pays aujourd'hui, lorsque nous prenons la sous-région, est l'un des pays à faire preuve de cette libération de la parole. Aujourd'hui, je pense que... Nous devons bien la gérer. Voilà, et lorsque nous-mêmes ne la gérons pas bien, on arrivera toujours à corser cette liberté. Et ça a déjà même commencé. Je ne sais pas, c'est parce que vous avez constaté depuis 2005 où on a eu cette liberté de presse, etc. Chemin faisant, on avait commencé déjà par corser. Et même nous également, nous n'arrivons pas à prendre le son de cet aspect de la chose. Nous continuons donc par aller. Je crois qu'il y a l'article 6, l'article 6, je ne me trompe pas, je l'ai lu il y a un peu longtemps, du Code de la presse, qui dit que personne, nul citoyen, aucun citoyen ne devrait être victime de diffamation, d'outrage. Nos organes ne peuvent pas servir, voilà, c'est ça, il faudrait quand même que nous également puissions donc... Merci, donc on peut applaudir cette décision de la justice et plaider également, il reste un autre pour qui nous prions, pour que un beau matin également ou un soir, qu'on puisse également le libérer. Il s'agit de Dimas Dikodo, qui est toujours quelque part. L'autre cadeau, c'est la décrétation, entre guillemets, si le mot est trop lourd, de la journée de demain, qui sera chômée et payée sur toute l'étendue du territoire. Nous venons de l'apprendre au journal de 13h sur la TVT, la télévision nationale. Donc demain, on peut s'offrir encore une pause. À présent, oui, avant de quitter là, je ne sais pas, c'est le lieu même d'ailleurs, puisque ça s'inscrit dans le cadre de la fin de l'année. Nous avons eu 12 mois, vous avez, en tant que presse, observé les acteurs de la vie sociopolitique. Si je vous demandais de me dire quelle personnalité de la vie sociopolitique vous a marqué, quelle au pluriel ou au singulier vous a le plus marqué, à qui penseriez-vous, Michel? Non, moi, ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas une seule personnalité. Donc, du coup, je ne peux pas répondre à cette question parce que ils sont quand même... Vous seriez obligé de les citer. De les citer, voilà. Donc, ça ne répond pas à ta question. D'accord. Bien évidemment, vous savez, la personnalité de l'année, nous, c'est devenu pratiquement une tradition et à Vision d'Afrique. Nous essayons un peu de définir par des critères que nous nous sommes donnés, définir des gens qui ont marqué, disons, 2021, aussi bien positivement que négativement.
aussi bien au Togo qu'à l'international. Nous avons dit ces personnalités qui feront donc l'Afrique de demain. Et je pense que nous allons également le poursuivre dans notre parution du mardi. Je pense que ceux qui veulent connaître l'opinion du Togo, du Togolais ou de vision d'Afrique par rapport à ce sujet-là, donc, c'est les pages de vision d'Afrique. Nous parlions des confrères, pour ceux qui ne les connaissent pas, avec la complicité de la technique, les voilà. Ferdinand a été à gauche, selon votre position. Joël Ega à droite. Joël Ega en veste. En veste. Jeune, très ravissant. Ferdinand Haïté, du journal L'Alternative. Joël Ega de Fraternité, qui viennent de recouvrer leur liberté, bien sûr conditionnée de la part de la justice après quelques jours et semaines de détention. Et les personnalités, ce journal nous offre, je ne sais pas sur quels critères, nous offre quelques personnalités ou quelques personnes, quelques hommes qui ont marqué l'année. Joe Biden, bon, ça c'est relatif et ça c'est selon ces critères. Nous allons passer à un autre chapitre. Les écrans de nos télévisions ont été très sollicités cette semaine. Quelques jours avant, c'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yerk Dameham, qui, du haut du studio de New World TV, le dimanche dernier, d'il y a une semaine, s'est prononcé sur plusieurs sujets, dont celui de la sécurité et du terrorisme. Nous n'allons pas capituler devant la barbarie. La sécurité n'est pas seulement l'affaire des corps habillés, a déclaré le général, repris par le Messager, le journal Le Messager, que vous voyez, et puis le Messager, et le journal Le Libéral. Bien d'autres encore, mais c'est les deux journaux que nous avions reçus avant la clôture de le bouclage de notre émission, notre commentaire. Alors, Michel, comment trouvez-vous ou bien ces propos du ministre Yerk? Je vous les rappelle, nous n'allons pas capituler devant la barbarie, et puis la sécurité n'est pas seulement l'affaire des corps habillés. Ah oui, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses pour celui qui, matin, midi, soir, se bat pour la sécurité et surtout la protection civile. Il est dans son job et il le fait si bien. Je pense qu'au gouvernement, il s'est toujours distingué par ses sorties, sorties régulières, j'allais dire, pour communiquer sur la sécurité ponctuelle, sur la sécurité, que ce soit sur la sécurité routière ou sur la sécurité tout court des populations. Il a toujours été au rendez-vous, il s'est toujours distingué par ses méthodes orthodoxes. Et donc, le fait de dire que la sécurité n'est pas l'affaire la seule affaire des corps habillés, je pense que tous les jours, ceux qui ont en main la sécurité des Togolais le disent. Il veut dire tout simplement que quand nous prenons par exemple le problème du djihadisme, pour lutter efficacement contre les djihadistes, ce n'est pas le canon seul. Il faut d'abord, avant le canon, il faut le renseignement. Et le renseignement, ce n'est pas les militaires seuls qui donnent le renseignement. Ça veut dire que la population peut contribuer aussi à donner, à renseigner avec précision les mouvements ou les comportements un peu évidents et autres. Et ça peut aider donc les forces de sécurité, les forces de sécurité à mener à bien leur mission. C'est dans ce sens-là il le dit. Il le dit si bien parce que actuellement, dans le discours du chef de l'État, il a bien dit que précisément là où les terroristes sont tentés de rentrer,
sur notre territoire. Heureusement, ils ont été chassés, repoussés comme des lapins. C'est là-bas aussi un vaste programme est actuellement mis en cours pour aider les populations à combattre donc la pauvreté qui est le plus souvent utilisée par les djihadistes pour assouvir leurs sales besoins. Donc, c'est pour dire que sur toute l'étendue du territoire, on a besoin, le gouvernement a besoin de l'apport de tout un chacun dans cette lutte-là qui doit être globale. C'est une lutte commune et inclusive. Parce que pour développer un pays, il faut la tranquillité. Et s'il n'y a pas la tranquillité, on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas aller au marché. Et donc, nous avons intérêt à appuyer les forces de sécurité, chacun en ce qui le concerne, pour pouvoir vraiment gommer de notre territoire tous ces bandes, en tout cas, ces réseaux malfaiteurs, ces réseaux qui répandent la terreur. Donc, c'est une manière d'appeler les populations à redoubler de vigilance, comme le chef de l'État lui-même l'avait dit et l'a répété hier dans son discours. Face à la barbarie, nous n'allons pas céder, oui. Et il ne faut pas céder, il faut maintenir le cap. Et venant de la bouche de celui que vous connaissez bien, qui ne prend pas la parole n'importe comment, qui ne dit pas n'importe quoi, nous avons de bonnes raisons de dire que la sécurité de notre pays n'est pas une affaire banale. Ça veut dire que ce soit le chef de l'État, le Premier ministre et le ministre même en charge, ils ont quand même les oreilles aux aguets parce que le mal n'est pas très loin. Il a aussi évoqué un aspect qui me tenait à cœur aussi, l'affaire des gros bras. Oui, on va en parler. C'est une question bien circonscrite pour vous. Sur d'autres aspects, sur d'autres aspects sécuritaires, le ministre a fait cas de gros bras, justement, mais avant ça, il a également parler du rôle que joue. Il s'est incliné devant la mémoire d'abord de 7 soldats tombés, de l'amusement tombé, et a interpellé, encouragé. Et c'est à cela qu'il a dit, nous n'allons pas capituler devant la barbarie, quel que soit ce qui arrive. Oui, je pense que son message est un peu plus clair, pour la simple et bonne raison que je pense que les deux aspects de la chose évoqués également par le chef de l'État. Il a même dit qu'il n'y a pas de mission sans risque. Notre pays est au Mali depuis 2013 et ce n'est pas les premiers éléments qui, malheureusement, ça veut dire que le Togo joue un rôle dans sur le théâtre d'insécurité, le Togo est toujours présent. Ce n'est pas seulement en Afrique de l'Ouest. On l'a vu que ce soit en Afrique centrale et voilà. Le Togo est toujours présent et il est aujourd'hui aussi indexé par l'efficacité de ces hommes qui arrivent véritablement à jouer leur partition dans le maintien de l'ordre et de la sécurité dans les pays menacés par des crises sécuritaires. Mais au même moment, je pense que le général a bien fait de le dire. C'est vrai que, vous savez, comme il le dit, il n'y a pas de mission sans risque, mais une personne tombée, déjà une personne également de trop. C'est en ce sens que nous, Togolais, vous prenez tous les Togolais dans leur globalité, ont été touchés par cette personne-là qui sont donc décédés. Ce sont des vaillants Togolais qui sont décédés. Donc, la question centrale aujourd'hui, c'est vrai que lorsque nous prenons la plupart des projets, que le gouvernement, surtout son ministère, essaie donc de déployer sur cette question sécuritaire. Je veux parler d'un projet qui s'appelle donc CIPLEV. Ce sont donc des civils qui se déploient dans ce projet-là. Ça voudrait dire quelque part qu'aujourd'hui, avec cette subdivision communale, nous sommes plus que jamais interpellés à jouer nos partitions pour le maintien de cette sécurité-là. Puisque je pensais, je le disais à l'entame de mes propos dans cette émission en parlant du fait que ce sont les populations qui sont pour la plupart du temps complices de cette djihadistes-là, qui les renseignent et qui viennent donc causer dans des dégâts. Donc il faudrait que ces populations-là puissent être renseignées également sur, disons, les effets qu'ils attendent lorsqu'ils prennent cette décision.
Excusez, en contrepartie, c'est de l'argent énorme qui circule également. Et lorsque vous sachez véritablement, c'est pourquoi je dis la question de l'argent, de la pauvreté est là, mais au même moment, il faudrait également qu'on puisse accentuer sur le civisme. Parce que une population ou un citoyen qui est civilisé, ça veut dire que c'est un citoyen qui sait faire le discernement et prend donc le bon côté que de pouvoir donc se focaliser sur la question pécuniaire. C'est en ce sens que moi je pense que la question de la corruption, même si j'estime aujourd'hui que les sanctions sont pour la plupart du temps prises, parce que lorsque vous prenez aujourd'hui la rigueur qu'on a dans l'administration, on ne l'a jamais vu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont sanctionnés pour un oui, pour un non. Et je pense que si je m'en tiens à des propos d'un diplomate qui le disait que le gouvernement est sur la bonne voie, étant donné que la question de la corruption doit commencer par les petits actes de bien que les gens commettent. Je pense que sur cet aspect-là, le gouvernement est véritablement donc intransigeant. Vous allez constater qu'il faut aller, moi je connais, il y a ceux qui sont aujourd'hui victimes l'appellent pratiquement dans un Guantanamo que le ministère de la fonction publique a créé où vous posez des axes, on vous met là-bas, vous venez chaque jour au bureau, mais vous n'avez pas de charge. Et ça existe. Et lorsque vous prenez, c'est vrai que la plupart du temps, nous ne communiquons pas assez sur ces aspects de la chose, mais je vous dis, le gouvernement est très menaçant sur des questions liées aujourd'hui à des petites erreurs dans l'administration. Bon, la communication. Sauf qu'il n'arrive pas à attraper tout le monde. Oui, c'est très important. Puis on pense que la corruption, c'est toujours lié au fait qu'on voit, voilà, la personne là a volé 1 milliard. Mais ça commande, il n'y a pas les petits. Oui, c'est pourquoi il faut que ça soit accentué. Ça soit accentué par rapport, par exemple, si on punit des gens dans l'administration publique, c'est une bonne chose. C'est pour permettre aux gens d'être droits, parce qu'on ne blague pas avec l'administration publique. Mais c'est en cela que je dis, pourquoi alors certains sont admis à la retraite et ils sont encore là, on les maintient. C'est là où c'est un dysfonctionnement. J'allais même évoquer cette question. Moi, je pense que c'est vrai, c'était une question existentielle dans notre administration. On ne peut pas donner mais quand même, des arguments qui puissent tenir. Non, mais il faut nuancer. Puisque non, laisse-le terminer. C'est ce qu'il dit. On ne blague pas. Il n'y a pas une raison qui explique. Il n'y a pas une raison. À supposer que la personne qui est en progrès. Encore que je ne souhaite la mort pour personne. On va le réveiller pour venir pour quelque chose à faire compétent. On ne peut pas. Ça dit socialement, c'est difficile de supporter ces gens. Alors qu'il y a les que la personne connaît quoi. La personne a fait ses études là où et qu'il n'y a personne pour occuper ce poste. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas supporter ce genre de situation. Oui, je suis d'accord. Il faut le dénoncer avec vigueur. Vous ouvrez là une parenthèse que si j'avais le temps de vous proposer un article, j'allais parler de cette corruption qui a beaucoup plus qui s'érige beaucoup plus dans la passation des services. Dans le comment vous appelez ça, non, ça aussi c'est un autre domaine. Dans ce domaine aussi, des efforts avec la RMP, des efforts vraiment sont. C'est vrai que lorsque vous le décelez, vous remontez l'information, la RMP revient toujours. Oui, je pense qu'il la RMP avec ces gens. Ce que je disais en fait sur la question des retraités. C'est important, c'est une question existentielle. Mais je disais, lorsque vous prenez actuellement ce nouveau gouvernement, on l'a constaté surtout chez le ministre. Le gouvernement, lui, dès sa première prise de service, il dit, lui ne veut même pas connaître, savoir le pourquoi vous êtes là, le pourquoi vous n'êtes pas là. Partez à partir du moment où vous êtes à la retraite. Vous avez constaté. Et ça a pris effet. Ça a pris effet. Ça a pris effet. Il a dit partez, je ne veux même pas savoir quel est le motif. C'est qu'il y en a tellement, il y en a tellement il n'y a pas quel motif. Ça n'est pas seulement dans l'éducation. Non, c'est ça, je dis. Ça veut dire que non, vous avez pris la chose dans sa gueule. Et je dis, c'est un nouveau cadre que nous avons au niveau, j'ai donné un exemple. Et je peux encore le dire. Et lui, il l'a fait. Il a dégommé tout le monde. Il a dégommé tout le monde. Avant ça, c'est la première décision qu'il a prise. Je ne veux pas connaître les motifs pour lesquels vous êtes là. C'est comme ça, je ne veux même pas que vous m'en parlez. À partir du moment où vous êtes à la retraite, partez. Mais il a commencé aujourd'hui. Michel a raison. Non, il a raison parce que vous dites il y a un effort, mais il y a certains classiques dans certains secteurs inamovibles. Et puis dites-moi. Tenez-vous. Si dans le même gouvernement,
un ministre, lui, il est ferme dans son secteur. Et ailleurs, laisser aller. Vous trouvez que c'est normal ça là? Non, mais ça doit être global. Ça doit être global. Lui là, c'était pas quand même de son ressort. Ça doit être global. Lorsqu'on parle de cette question de départ à la retraite, en réalité, lui là a voulu corriger quelque chose lié donc à son secteur donné. Mais en réalité, c'est pas de son ressort. Ce n'est pas les ministres qui le font. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez prendre le ministre Bahara qui a changé d'aspect. Il publie les noms de ceux qui partent à la retraite. Il les rend publics, que ce soit même au niveau militaire. On les rend publics. Mais malgré ça, il y en a qui sont là. Oui, non, je suis d'accord. Moi, je dis que prochainement, si quelqu'un part à la retraite, sa famille peut venir lui dire, mais pourquoi t'as-tu pas? Les autres ne partent pas. Mais là, il nous incombe. C'est-à-dire que moi, je pense que quelque part, nous également, ce sujet, ça nous incombe également. Parce qu'on ne peut pas publier des noms que nous savons pertinemment, que nous savons que ceux-ci son nom a été publié pour partir à la retraite, il est maintenant. C'est pour ça que je parle. Est-ce qu'il une chose est de publier les noms? Michel, nous le savons. L'homme, c'est l'homme. Mais le départ, c'est autre chose. Maintenant, quand on publie les choses, de publier l'exécution de départ à la retraite, revient maintenant au ministre. Est-ce que vous êtes sûr que revient au ministre de publier les noms sur le papier? Effectivement. Mais après, bon, nous sommes journalistes. C'est là où nous avons interpellé les ministres sectoriels à exécuter ces prises de décision. Parce que le ministre étant débordé, il publie les noms. Nous saluons quand même le courant de Bahara et Kokoroko cette dernière temps. Je pense qu'on peut pas les globaliser. Les deux ministres quand même, on ne peut pas singulariser, dire que tel fait bien, les autres. Non, ça doit être global. Non, ils sont attendus sur les résultats. Il faut partir de chacun est attendu sur les résultats qu'il a signés. D'accord. Un autre aspect très préoccupant qui a intéressé le ministre sur d'autres aspects, donc sécuritaire, c'est le ministre a fait cas des gros bras qui constituent un autre danger pour la société. Qu'en dites-vous, Michel? Non, c'est vraiment, il est le premier officiel, je pense, à se prononcer clairement sur ce dossier de gros bras. Parce qu'à un moment donné, ces gens étaient très envahissants. Le ministre Abdoulaye aussi était sorti, avait fait mais c'est hier qui a beaucoup plus pris la question sérieuse. Les gros bras, à un moment donné, ils étaient très envahissants. Vous allez à des événements, c'est eux. Bon, tout comme si les forces de sécurité, les policiers, gendarmes, c'est comme ils ne font rien. Alors que c'est une force illégale. Et ce qui me plaît dans cette affaire, c'est que pendant de longues années, ces gros bras étaient protégés par des hauts perchés. C'est les hauts perchés qui ont fait la promotion de certains hauts perchés qui ont fait la promotion de ces gros bras-là. Et le président de la Cour suprême, Abdoulaye, en le disant, c'est à demi-mot, c'est que quelque part, si ces gros bras vont sur le terrain, accompagner des forces de... Ou bien, je ne sais pas, c'est eux qui accompagnent les forces de l'ordre, ou bien c'est les forces de l'ordre qui les accompagnent. Ces gens-là, s'ils vont sur le terrain, terrain, ça ne veut pas dire que... Ils ne vont pas d'eux-mêmes. Quelqu'un il oublie en disant que mais ils arrivent avec de grosses carrosses alors que les policiers arrivent sur les motos et autres. Donc ça veut dire quelque part ils avaient un soutien. Donc que ce soit Abdoulaye, que ce soit le général Yark, je pense que c'est un message qu'ils sont en train d'envoyer à ces personnes que désormais, parce que à partir de ce message du ministre Yark, c'est que la population ne peut pas concevoir voir encore ces gens-là sur un terrain pour régler un problème. La force revient à l'État, pas à des individus comme ça qui sèment la terreur, et la désolation. Et la désolation. Moi, quand je vais à un événement, c'est eux qui font la truc. Je suis énervé, je retourne en même temps. Je n'aime pas voir ça. Quand je vais à un événement, c'est eux, je ne sais pas pourquoi. Il y a les forces de sécurité, même, je préfère même les services comment on appelle ça, de sécurité privés, que ces gens de gros bras. Voilà. Et le fait qu'ils soient qualifiés par le ministre Yark de ce que vous savez, je pense que désormais, c'est un message qu'il a envoyé, que ce soit ceux qui soutiennent ces messieurs-là, que eux-mêmes, que désormais les choses ne seront plus comme avant. Nous allons, quelqu'un a dit, est-ce que le ministre Yark ne s'arrête pas aux actes, aux annonces. Il faut qu'ils agissent. Et connaissant un peu le personnage, je sais que quelque chose va suivre après. Ça va bouger. Oui, sur la question, ce que vous ne savez pas, c'est vrai que c'est une annonce, mais avant de prendre donc cette décision publique,
le ministre a déjà fait un travail en amont qui n'a pas été rendu public. La plupart de ces gens-là aujourd'hui sont dans les mailles. La plupart de ces groupes-là. Là, il ne l'a pas annoncé. Mais c'est justement après avoir fait ce travail en amont qu'il a fait cette sortie publique-là. Ça voudrait dire que le ministre est à leur trousse. Eux-mêmes aujourd'hui sont tenus informés de l'intransigeance du ministre à pouvoir donc en découdre avec eux parce que ça crée véritablement donc de la confusion totale. Et de l'insécurité, surtout la confusion. On ne peut pas être dans un pays et avoir au même moment des gens... Il y a deux forces, légales et illégales. Et ça aussi, pour ce que vous savez, lorsque nous prenons des pays qui ont subi surtout des pays comme la Centrafrique, etc., il y a donc, ce sont ces gens d'actes qu'on a laissés et qui ont conduit à des situations irréparables avec le temps. Donc je pense que le ministre est dans l'anticipation et déjà comme je le disais, l'annonce est faite, mais avant même cette annonce, il a fait un travail de terrain efficace. Mais ça doit, sans son annonce, c'est beaucoup plus. Ceux qui sont déjà dans les mailles, c'est autre chose, mais son annonce, c'est beaucoup plus. On dit souvent, on brandit la tête du voleur pour décourager les prochains candidats au vol. Donc, c'est pour dire que c'est pour ceux qui restent encore là de faire extrêmement attention parce que désormais, les choses ne seront plus. Et la population n'acceptera pas aussi de les voir sur le terrain. Et ça peut créer d'autres problèmes. On me fait signe que le temps qui nous est imparti est fini. Mais juste 2 minutes pour répondre à cette dernière question. La sécurité routière était également l'un des sujets préoccupants pour notre général. Et là, il a tenu à rappeler en fin 2013 dans son message à la nation, comme il l'a fait jeudi, le chef de l'État avait déclaré l'année 2014 année de sécurité routière et un certain nombre de mesures avaient été prises pour diminuer les risques des accidents. Il a rappelé qu'à l'époque, c'est-à-dire en 2013, on enregistrait plus de 700 morts de route en 2014. Grâce à ces mesures, on est revenu à 400 morts et le ministre se plaignait que ces chiffres sont largement dépassés de nos jours avec déjà 346 morts pour le seul premier trimestre de l'année écoulée auxquels viendront s'ajouter ceux du deuxième et troisième trimestre. Michel, comment peut-on expliquer ce phénomène qui contraste avec l'état amélioré de nos routes et de nos pistes? Et il faudrait que c'est sur les routes mieux aménagées, il faut dire que c'est sur les routes mieux aménagées qu'on enregistre plus régulièrement d'accidents et les plus graves. Non, c'est tout simplement dû à l'insouciance, c'est l'imprudence des usagers de la route, c'est tout. Il n'y a pas autre explication. C'est l'insouciance et aussi peut-être le laxisme peut-être des forces de sécurité qui sont chargées de surveiller la circulation, de veiller à la circulation sur le terrain. C'est peut-être les deux aspects qui pouvaient expliquer cet état des choses. Sinon, comment comprendre qu'au moment où l'État a mis de gros moyens pour améliorer, d'abord construire de belles routes et réhabiliter celles qui étaient dans de mauvais états, comment comprendre que c'est après tout ça là qu'on enregistre ces taux élevés d'accidents et puis surtout accompagné de décès. Donc il revient au ministre de la Sécurité qui a la montre à la protection civile de redoubler de vigilance, de réinstruire ces éléments pour que... Et puis aussi la conscientisation aussi des usagers que nous sommes. Il faut que chacun prenne conscience que tu ne peux pas prendre ton engin et ne pas penser que tu ne vas pas arriver à bon port. Il faut que nous ayons en tête que lorsque nous roulons, nous sommes sur un espace public, ça veut dire que tout le monde est appelé à utiliser ça et nous devons faire extrêmement attention pour sauver des vies. Non seulement sauver nos vies, mais sauver la vie des autres. C'est ça qui est très important. Merci. Nous n'allons pas abuser de la bonté, de la générosité, de la technique. C'est la fin de ce rendez-vous, cette messe médiatique. On s'arrête donc ici pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis depuis chez vous.
Je voudrais bien réitérer mes vœux du Nouvel An à toutes les rédactions, à tous les organes et à toutes les organisations de presse. J'ai cité CONAP, PPT, Saint-Git, Atopel et autres. Coucou, Métocob, etc. Coucou à l'Observatoire togolais des médias, bien de choses à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, respect absolu au ministère de la communication. Un clin d'œil spécial à Jacques Jacouti, DG de Radio Évangile, à Tianyao Armiao, président du CONAP. Je ne serai terminé sans dire bravo au chef de l'État, Fort Eswazina Nyasingbe, à qui je souhaite bonne et heureuse année, et à certains deux ministres dont je veux bien citer le général Yark Dameham, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, grâce à qui ce pays tient encore debout. C'était donc la messe de ce dimanche 2 janvier 2022. Chaque jour de la vie est un fait de ton histoire que tu écris. Je reprends pour vous. Chaque jour de la vie est un fait de ton histoire que tu écris. C'est une sagesse africaine. Bonne méditation et à dimanche prochain. Merci à vous, Michel Tiadia, directeur de publication du journal Voilà les vainqueurs. Merci à Adam Adjironou du journal Vision d'Afrique. Merci à Ibrahim Machi pour le cadrage. Emmanuel Lagou, merci beaucoup. Et merci pour les 5 minutes ou 10 minutes que vous nous avez accordé encore. De plus, bonne et heureuse année à tous les collaborateurs, à tous les collègues de la télévision deuxième. Je pense surtout au DG et à la présidente du conseil d'administration, sans oublier le PDG. Bien des choses à vous tous.